Donc je disais Hélène Romano et Olivier Vintraud. Donc Madame, Monsieur, vous allez nous parler de la manière de concilier les impératifs environnementaux avec le besoin de produire de nouveaux logements. Et donc une équation un petit peu délicate pour laquelle vous allez nous présenter un retour d'expérience de reconversion d'actifs. Madame Romano. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous. C'est toujours un plaisir d'échanger sur l'impératif de décarbonation dans nos métiers. Alors, Nexity est une entreprise engagée, c'est ce qui la caractérise de longue date. Et nous mettons un point d'honneur chez Nexity à avoir une contribution sociétale. C'est très important, c'est inscrit dans notre ADN. Ça veut dire quoi une contribution sociétale? C'est une belle expression. Ça veut dire être utile au monde qui nous entoure et être aussi en action pour tenter de relever les défis qui s'imposent à lui. Alors on a pour ça une double ambition qui se traduit à la fois dans l'ADN de Nexity et dans sa raison d'être. Eh bien, c'est d'abord deux ambitions, c'est une double ambition, et c'est d'abord une ambition de loger le plus grand nombre de personnes possible sur tout le territoire et de transformer notre activité de construction et de promotion logement pour être le plus près possible de cet objectif de décarbonation qui s'impose à nous pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est aussi de prendre en compte quelque chose qui est peut-être plus flou que la décarbonation encore, qui est l'impact biodiversité sur lequel nous travaillons. La deuxième ambition, c'est la ville inclusive, ou la vie inclusive, ou la vie désirable, ou la vie durable. Ces différents vocables, en fait, nous, on les a traduits dans notre raison d'être à travers simplement la vie ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la décarbonation, l'impératif de décarbonation que nous avons aujourd'hui, s'il se traduit par une augmentation des coûts travaux, parce qu'on sait tout faire aujourd'hui, qui nous oblige ensuite à avoir un prix de revient et un prix de vente pour nos clients qui est inaccessible ou accessible qu'à certains. On ne fait pas vie inclusive, on ne fait pas ville inclusive. Et ça n'a pas de sens pour les promoteurs, le leader de la promotion que nous sommes avec nos 20 000 logements annuels depuis quelques années déjà. Et ça ne fait pas sens si ce que nous fabriquons finalement n'est pas durable. Et dans le mot durable, il y a évidemment la décarbonation, mais il y a aussi un aspect de désirabilité qui est capital et que l'on retrouve dans cet ADN. Et puis, il y a la diversité des usages. Aujourd'hui, la vie de nos clients est une vie de plus en plus fragmentée. Oui, pardon. Et de plus en plus fragmentée. Et finalement, ça nous conduit à proposer, à diversifier les logements que nous fabriquons. Alors, dans cette logique, chez Nexity, nous avons inscrit le climat dans notre, dans notre objectif présenté à notre Assemblée générale d'actionnaires le 18 mai dernier. Et ça se traduit par une ambition très forte en matière de trajectoire carbone. Pendant des années, nous nous sommes placés dans le cadre de notre lutte de réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement à moins 2 degrés. Et nous avons décidé cette année, pour l'année 2022, de nous placer avec un objectif de moins 1,5 degré. Alors comment ça se traduit dans notre activité de promoteur et de leader et d'opérateur immobilier? Eh bien, ça se traduit avec un objectif clair qui est de comparer ce que nous consommions comme émissions et ce que nous émettions en gaz à effet de serre en 2019 et le comparer avec ce que nous émettons aujourd'hui et ce que nous allons émettre d'ici 2030 en nous fixant une courbe avec des objectifs qui sont de réduire
ces émissions de 42%. Alors, si c'est encore un peu flou, eh bien, on se range dans... On a accueilli avec une énorme bienveillance la RE 2020, donc, qui pour certains était un peu une nouvelle réglementation de plus. On s'est dit, ben, celle-là au moins, elle est vraiment utile, parce qu'elle va nous donner un rail pour les années à venir, un rail pour l'ensemble de la profession, pour qu'on sache finalement comment faire et comment y aller. Et donc chez Nexity, nous nous sommes appropriés cette RE 2020 un peu par anticipation, et nous nous sommes fixés d'être en dessous de moins 10% de la RE 2020 et du seuil donc, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022. Alors, dans cette logique, hein, ce sont des belles ambitions. Comment fait-on? Eh bien, on a en fait 3 leviers qui sont à notre portée. Il y en a certainement plus, mais on en a en tout cas bien identifié 3 et une méthode. Sur les 3 leviers, quels sont-ils? Eh bien, d'abord, c'est d'agir sur les procédés constructifs. Le deuxième levier, c'est d'agir sur les matériaux. Et le troisième levier, c'est la transformation. Alors, vous pouvez utiliser plein de mots, rénovation, réhabilitation, il y a un lexique infini autour de ça. Et nous avons évidemment une méthode que je nous réserve un peu pour la fin. Alors, dans le premier levier, qui est les procédés constructifs, il y a plus de 10 ans, chez Nexity, on s'est beaucoup intéressé au bois, un moment où personne n'en parlait vraiment, 2012, dans le résidentiel. Construire en bois, c'était plutôt... Enfin, c'était anecdotique, on en faisait un parce que c'était à la mode, parce que dans les pays nordiques, on avait tous fait un voyage. Et on en a fait, nous, un objectif, et on s'est dit qu'on se préparait à ce qui allait être là, et ce qui est aujourd'hui l'objectif de toute une profession, la décarbonation. Et parce qu'on sait que le bois est capital pour capter du carbone. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Il faut modifier les habitudes des collaborateurs et tout l'écosystème de la construction, puisqu'on ne construit pas tout seul, on construit avec des architectes, des BET, des bureaux d'études et tous les intervenants. Et puis, ce sont aussi, il y a 10 ans, le bois, c'est aussi une innovation permanente et nous avons développé un immeuble qui s'appelle l'immeuble essentiel chez Nexity, qui est parti du résidentiel, mais que nous développons en logement, qui est un immeuble sans climatisation et sans chauffage. Et je pense que ça a une résonance particulière aujourd'hui. Et le premier de ces immeubles en logement est en cours de fabrication. Le permis a été déposé en mars dernier, en avril dernier, sur Lyon-Confluence. Le deuxième levier, ce sont les matériaux. C'est le bois, bien sûr, j'en ai parlé, mais c'est le béton bas carbone, c'est le béton de chanvre, c'est la paille, c'est la terre crue. Ce sont tous ces matériaux qui sont plus performants. Le troisième levier, qui est un levier capital hein, pour nous, c'est la transformation. La transformation des bâtiments. La transformation des bâtiments obsolètes, des parkings, silos dans les villes qu'on n'utilise plus ou pas bien. C'est des bureaux qui sont en première ou en deuxième couronne parisienne ou de grandes agglomérations qui sont aujourd'hui vides, et la crise sanitaire a accéléré cette obsolescence. Eh bien, c'est de transformer ces locaux, permet de réduire l'empreinte carbone de façon considérable, et ça permet aussi de réapporter du beau et du désirable, puisque la construction neuve, vous le savez, il y a des collectivités dans la salle, c'est quand même compliqué à faire admettre aux riverains. C'est une bataille aujourd'hui, plus que jamais, d'obtenir des permis de construire. Et pourtant, il faut loger des gens, on a besoin de 500 000 logements par an, et la baisse est très préoccupante des permis de construire, et effectivement, transformer l'existant est une façon de répondre aux besoins de loger le plus grand nombre de personnes, enfin de répondre à la demande, tout en réduisant l'impact, parce que finalement transformer est moins contraignant et plus facilement accepté. Et puis la méthode, j'en terminerai par là, la méthode c'est innover, expérimenter en avance de phase. En exemple, lorsque la RE 2020 est sortie au 1er janvier 2022, on avait déjà les prémices, bien sûr, de la RE 2020 qui étaient connues. Eh bien, nous, on se les a imposées dès l'été 2020. 2 ans à l'avance, on a pris cette réglementation
et on l'a adopté dans nos permis de construire, de façon à avoir ces 2 ans d'expérimentation pour ne pas avoir peur de cette RE 2020, pour se l'approprier. Et le troisième axe, c'est cette expérimentation en avance de phase, elle nous permet ensuite d'envisager un déploiement à grande échelle sur tout le territoire, parce que ça n'a pas de sens de faire du symbolique dans une grande métropole, pour la capitale, parce que c'est très visible, les JO par exemple. Ça n'a pas de sens si nous n'expérimentons pas. Et ensuite, nous ne tentons pas de déployer sur l'ensemble du territoire. Et c'est vraiment, là aussi, la boucle avec l'ADN de Nexity. Alors, ces beaux discours, on les traduit, et notamment sur la transformation, par l'intervention d'Olivier Vintraube, qui est chez Nexity depuis quelques années, le spécialiste de la transformation d'actifs. Et je lui transmets bien volontiers la parole. Merci Hélène. Bonjour à tous. Effectivement, vous savez que les promoteurs sont toujours très opportunistes, hein, parce qu'on est réputé pour ça. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où on change un peu de paradigme. C'est-à-dire que les obligations qui nous incombent liées au climat, liées à l'artificialisation des sols, liées aux besoins au logement, qui est de plus en plus prégnant, liées aux réflexions des collectivités sur est-ce que je travaille mon périurbain, mon centre-ville qui se vide, mon centre-ville qui se rend obsolète, fait que finalement on a une obligation de venir intervenir pour aider à repositionner des actifs obsolètes dans le récit urbain. Et ça, c'est plus qu'une philosophie, c'est une réalité, et ce que tu disais Hélène est fort juste, c'est une réalité qui est désirable, parce qu'en fait on se rend compte qu'une collectivité en fait désire une chose, c'est assumer son histoire, assumer son patrimoine, assumer son paysage urbain. Et quand on vient intervenir sur des bâtiments qui ont eu une histoire, même si c'est un bâtiment moche, des années 70, ça peut arriver, et qu'on arrive à le reconvertir, à lui redonner un sens dans le récit urbain et dans le développement de la ville, en fait, c'est un compromis où on arrive à avoir, plutôt à ne pas avoir de recours, à avoir des opérateurs qui identifient une capacité sur un site. Et on a finalement un alignement des planètes qui nous permet d'intervenir sereinement dans une collectivité pour redonner sens à des actifs, ou plutôt à réveiller des belles endormies, c'est-à-dire à des actifs qui sont en train de mourir. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, et on va la détailler, je vais vous mettre quelques images pour l'instant en teasing, ça c'est avant, vous les verrez après. La problématique qu'on a, c'est que, et on est aujourd'hui aux assises du logement, c'est que quand on transforme un actif, il a une valeur vénale, il a une valeur résiduelle. Il n'a pas qu'une valeur logement, il peut avoir une valeur tertiaire, il peut avoir une valeur commerciale, et qu'on rentre dans un système d'équation économique où pour avoir une transformation qui est rendue possible, il faut que l'équation économique qui nous amène à faire du logement soit plus performante que celle qui nous amène à faire du tertiaire. Aujourd'hui, on a quand même différents leviers d'obsolescence qui sont apparus et qui s'accumulent de plus en plus. On a l'obsolescence des usages, on l'a évoqué dans les bureaux, le télétravail aujourd'hui, certaines entreprises font 1 à 2 journées de télétravail à leurs collaborateurs, c'est 40% du temps, 40% du temps c'est aussi 40% des surfaces, donc on a des bureaux qui veulent moins de surface et mieux, donc ça rend obsolète la façon dont sont faits les plateaux, donc certains bureaux nécessitent des reconfigurations coûteuses. Les activités économiques ou industrielles qui n'ont plus lieu d'être, et donc avec des configurations de plateaux qui rendent obsolètes par essence ces bâtiments. Donc ça, c'est l'obsolescence des usages, elle est assez importante. L'obsolescence environnementale, là, bon, je ne vais pas vous rappeler tout ce qui est CO2, énergie et imperméabilisation des sols qui rendent effectivement ces bâtiments obsolètes. Le décret tertiaire notamment qui impose aussi des obligations aux propriétaires de bureaux sur la remise aux normes. Et enfin, on l'oublie aussi, l'obsolescence normative, parce qu'aussi on est en France, hein, donc les normes, c'est un vrai business. Et l'obsolescence normative, c'est l'acoustique,
c'est la réglementation handicapée, c'est la qualité de l'air, c'est tout un faisceau de normes qui nous permettent aussi d'élever la qualité du logement et qui rendent obsolètes des actifs. Donc tous ces leviers-là, aujourd'hui, nous permettent, on est arrivé à un point où on arrive à avoir des équations économiques qui vont basculer ces bâtiments dans une possibilité de transformation. Donc après, quelle philosophie Nous, notre philosophie, c'est qu'il faut toucher le moins possible au bâtiment. Il faut essayer de conjuguer les nouveaux usages, et on raisonne plus sur les usages que sur l'aspect constructif. C'est-à-dire, c'est comment on vient mettre de nouveaux usages dans un bâtiment qui n'a pas été fait pour ça, et comment on conjugue ces nouveaux usages avec comment dire, la conservation du patrimoine du bâtiment. Donc je vous ai mis quelques exemples. Là, on a un exemple d'un lycée. C'est un lycée à Charenton. Un lycée à Charenton qui, lui, a subi une obsolescence notamment normative en termes de handicapés. Enfin, le coût apporté par la collectivité pour remettre le bâtiment aux normes était insupportable. Et donc, on a fait une opération de... Alors, l'état du bâtiment a fait qu'on a quand même pété quelques planchers, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais l'essentiel a été de faire un projet mixte qui permet effectivement de faire des logements, de refaire une salle municipale et de faire un parking public qui donc permet, et ça c'est intéressant, de faire un projet qui est très inclusif pour la ville. Ce n'est pas uniquement des logements qu'on vient faire, ça participe aux besoins de la ville d'équipement. Donc là, les travaux sont en cours. Si certains veulent visiter, qui m'appellent, c'est superbe. Là, on a un bâtiment qui est à Champs-sur-Marne, que vous voyez à gauche, qui est un bâtiment de bureau qui a longtemps été vide, qui est au pied de la gare du Grand Paris pourtant, et qui n'est, en tout cas en bureau, n'est pas désirable. C'est celui qui est à gauche. Et donc, Champs-sur-Marne, c'est un pôle universitaire, il y a beaucoup d'écoles. On a beaucoup travaillé avec l'aménageur l'EPAMarne et avec la collectivité pour définir une programmation dans la reconversion du site qui nous permette à la fois de reconvertir les planchers, donc le bâtiment là est intégralement conservé, et on vient faire des extensions, ce que vous voyez là sur l'image qui est à votre droite là, en couleur un peu orangée. Et ce bâtiment permet d'avoir une offre complémentaire à ce qui existe sur le site, puisque là on va faire du co-living qui nous permet de faire des logements de plus grande taille que la résidence pour étudiants, donc d'adresser à une clientèle déjà qui est en ménage, hein, parce que les ménages ont aussi le droit d'étudier, hein, ça arrive, ils ne sont pas tous célibataires. Ça a des profs, des chercheurs, également des entrepreneurs qui sont sur le quartier. On a également des bureaux et on a un socle, et ça c'est très important, un socle actif avec des commerces, des salles de sport et des restaurants qui vont être dédiés à la vie étudiante au pied de la gare du Grand Paris. Et on est en BBSA rénovation. J'en parlerai un petit mot tout à l'heure sur l'aspect environnemental. Ah, il y a un petit effet sur la façade à gauche. Troisième site, ça c'est la reconversion des actifs industriels. Donc là on est sur un site que vous connaissez tous puisqu'on est derrière le pavillon de l'Arsenal à Paris. C'est un garage avec une façade années 30, bon, un peu rincée, mais qui est quand même assez caractéristique et qui a des éléments architecturaux assez intéressants. Donc on conserve le bâtiment. Alors ce bâtiment a une caractéristique, comme beaucoup de garages qu'on travaille, c'est que ce garage prend toute la parcelle. Donc au niveau imperméabilisation des sols, on est full. Donc le fait de travailler le garage nous a permis de recréer un patio central assez important pour retourner une façade et retrouver de la pleine terre. Donc on vient effectivement trouver quelques espaces de biodiversité, puisque la biodiversité est quand même assez liée à la capacité d'avoir de la pleine terre. Et on réalise 82 logements sociaux. Donc on est aussi dans une logique sociétale sur ce bâtiment, avec une légère surélévation qui nous a été permis par la loi Elan, qui est un outil remarquable qui est à disposition des collectivités pour nous permettre effectivement d'améliorer la volumétrie. Haute parking, parce qu'on aime bien les parkings chez Nexity. Donc ça c'est dans le 17e arrondissement. On a un parking que vous voyez à gauche, qui s'est construit dans les années 30 puis 50 avec barreaux Pressaco, un excellent travail parce qu'il y a plusieurs charpentes métalliques. Et donc là on refait une façade à ossature bois avec du béton de chanvre, également des logements sociaux, 41 logements sociaux. Le chantier va bientôt démarrer.
autre objet, parce qu'en fait, il y a la transformation, mais il y a également la remise sur le marché de bâtiments à caractère patrimoniaux. Là, on est à Reims, c'est l'ancien chambre de commerce et d'industrie de Reims, qui est un bâtiment qui était l'ancien hôtel Ponsardin, Veuve Ponsardin, pour ceux qui connaissent le Champagne, avec un travail intéressant, puisque là, on est en monument historique, donc ça nous permet d'avoir aussi le levier de la fiscalité, pour nous permettre d'avoir une clientèle qui a un pouvoir d'achat qui nous permet de transformer le bâtiment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur quelques exemples. Et surtout, ce qui est intéressant, je reviendrai là-dessus, c'est sur la trajectoire carbone, où la réhabilitation tue un peu le match, puisqu'on a une franchise carbone du fait qu'on conserve le bâtiment et une capacité également de recycler les matériaux, qui fait que il y a quelques années, quand on construisait 1 m² de neuf, on consommait à peu près 1200 kg de CO2. Aujourd'hui, avec des technologies bas carbone, on doit être autour de 800-900. En réhabilitation, on va être en dessous de 500 tout de suite. Et puis cette capacité, en remodelant le bâtiment, effectivement, de dégager de la pleine terre. Ce qui est assez intéressant, parce que généralement, quand on est promoteur, on vient plutôt densifier. Là, quand on intervient sur un bâtiment, on vient dédensifier. Voilà. Donc, moi, j'y crois beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup d'appétence. Les collectivités sont très intéressées. C'est un travail qui se fait essentiellement avec les collectivités, parce qu'on participe en fait à repositionner des actifs et à les remettre dans un tissu urbain dans lequel des fois il y a un déficit de commerce. Donc le socle est extrêmement intéressant à travailler pour repositionner une façade commerciale ou des services. Les bâtiments peuvent être mixtes, ils peuvent contenir du logement mais également des bureaux, de la résidence gérée, de la résidence étudiante ou de la résidence senior. Donc on est en fait à la frontière entre la promotion et je dirais du micro-urbanisme à l'échelle de l'îlot. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre écoute. Merci Hélène Romano et merci Olivier Vintraud. Il nous reste 5 minutes, donc comme l'indique si bien votre slide, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, madame. Irène Béard de IDEAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. J'ai une question sur le bilan financier du coup. Enfin, on est d'accord que ça coûte plus cher de faire de la réhabilitation d'actifs que de la démolition-reconstruction. Enfin, il me semble. Du coup, comment est-ce que vous en sortez ? Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, la technique, vous savez, on a plusieurs métiers chez Nexity. En fait, quand on regarde un actif, on le regarde sous tous les angles. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement l'économie d'une démolition-reconstruction, l'économie d'une rénovation, l'économie d'une transformation. La transformation, c'est un mélange en fait de conservation du bâtiment, de redéveloppement sur élévation. Et en fait, ça dépend parce que, bon, alors évidemment, sous l'angle carbone, la réhabilitation, ce que je vous disais, ça tue le match. Après, il y a la faisabilité du projet. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une économie, c'est vrai que ça peut coûter un peu plus cher. Encore faut-il que le projet puisse se faire. Donc, quand vous avez un bâtiment que vous démolissez pour en reconstruire un nouveau, que parfois les collectivités ont des exigences tout à fait louables, mais qui viennent, on va dire, limiter un peu la constructibilité ou limiter la programmation telle qu'elle était imaginée au début, on se retrouve effectivement avec plus d'intérêt à conserver le bâtiment et le transformer que de le refaire. Et puis les interventions dépendent de la qualité du bâtiment. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de conserver le bâtiment. On ne va pas plier le bâtiment à des normes du neuf. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des logements neufs dans un bâtiment ancien. On va essayer d'imaginer les volumétries, quitte à ce qu'elles soient atypiques et qu'on les assume, pour avoir des logements qui soient désirables et des logements qui soient complètement atypiques. C'est-à-dire qu'on va habiter un appartement qui n'est pas un appartement neuf, qui n'est pas un appartement ancien, qui est, alors j'aime pas ce mot, mais il n'y a que ça, un peu comme un loft, c'est-à-dire qu'en fait on va s'approprier la configuration et la physionomie des appartements, et du coup on peut être assez frugal sur les prestations et les coûts travaux, tout en étant relativement qualitatif, puisqu'on met quand même des prestations de qualité, mais on n'a pas forcément besoin de tout changer dans un appartement. On n'a pas besoin de péter des poteaux des fois pour refaire des planchers. On peut assumer d'avoir un beau poteau.
des très beaux lofts à Londres où ils sont très contents d'avoir des poteaux, ils valent même plus cher parce qu'il y a un poteau au milieu. L'attrait du poteau. Il nous reste 3 minutes, donc s'il y a d'autres questions, oui madame. Vous avez un micro, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question. Est-ce que la loi Elan, en effet, délivre beaucoup d'opportunités pour pouvoir transformer les différents actifs, mais si je ne dis pas de bêtises, elle nécessite des dérogations et donc il faut que la collectivité soit totalement convaincue et volontaire. Alors sur les réhabilitations, de façon générale, je pense que ce n'est pas extrêmement compliqué, mais sur les surélévations, en fait, est-ce qu'on ne retombe pas dans toute la difficulté de densifier, Comment vous... Non, mais vous avez entièrement raison. C'est que ce que je disais tout à l'heure, ces projets-là, c'est des projets qui doivent être portés par la collectivité. C'est notre capacité à séduire la collectivité et à ce que la collectivité en fait abonde dans le sens de cette opération. Et effectivement, les moyens de la loi Elan à ce moment-là peuvent être déployés par la collectivité. Donc les moyens de la loi Elan, c'est effectivement l'exonération sur les parkings. Des fois, effectivement, quand on reconvertit un immeuble en logement et que la réglementation logement nous impose des places de parking, c'est difficile de rajouter des parkings sous un immeuble qui existe. Enfin, en tout cas, ça coûte très cher, vous l'imaginez. Au niveau du logement social, le fait d'avoir du logement social peut effectivement dégrader l'équation économique au profit d'un concurrent qui le ferait en tertiaire. Donc ça veut dire que la collectivité doit assumer un moment soit de ne pas faire de logement pérenne en social, mais peut-être du démembrement. Voilà, donc il y a effectivement un arbitrage à faire ou pas de logement social. Et en termes de surélévation, les différents cas de figure qu'on a eus, c'est qu'il faut que c'est quand même un sens dans l'épannelage de la rue. On ne va pas effectivement monter une sucette au milieu de bâtiments R+4. Par contre, effectivement, dans certaines collectivités, on peut avoir des phénomènes de dents creuses où on peut aller effectivement rechercher une surhauteur. Mais à chaque fois, effectivement, il faut que la ville soit avec nous dans ce projet-là et ça marche. Voilà. Très bien. Il nous reste 2 minutes, donc encore un petit peu de temps pour une ou plusieurs questions. Plutôt une, oui. Une. Pas de questions. Donc, si vous connaissez un immeuble à vendre, accessoirement. Voilà. On peut se voir tout à l'heure. L'annonce est faite. Très bien. Bon, je pense qu'on peut achever votre intervention. Merci à tous les deux pour cet éclairage.